Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dont plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité est avec moi sur le plateau pour donner son point de vue. Dans l'actualité politique ici en République démocratique du Congo, le voyage du président de la République, il a été reçu hier par le roi de la Jordanie, je crois, après une escale à Dubaï, où il a participé à l'Expo 2020. Que faut-il attendre de tous ces voyages de M. Tshisekedi qui ne s'arrête toujours pas? On en parle. On revient également sur les travaux organisés ici pour les députés provinciaux dans le cadre de la vulgarisation du programme des 145 territoires. Le président de la République a pratiquement fait son mea culpa en reconnaissant que la situation dans le pays allait très très mal. Et Kabila, Joseph, peut-il, oui ou non, revenir au pouvoir? Est-ce qu'au regard du droit positif congolais, à l'heure où nous parlons, Kabila peut-il candidater en 2023? Voilà quelques-unes des questions importantes qui seront à la une de cette actualité. Un habitué de nos plateaux, il est pratiquement là une fois la semaine, c'est M. Alain Bolodja. M. Bolodja, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Tout va bien en tout cas? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ça va. Et le mouvement, ça va? On évolue. Hein? On évolue avec le moyen de bord, ça va. Toujours sans siège, sans structuration? Non, la situation existe. Sans comité? La situation existe, le comité existe. Mais peut-être que nous n'avons pas encore de siège officiel parce que nous avons un siège provisoire. Nous avons eu à organiser une conférence des jeunes et nous avons convié Madame Arlette Odia qui a eu à co-animer avec nos jeunes. L'avocate là? Oui, sur la question de la femme en rapport avec des enjeux politiques. Et je crois que ceux qui ont pu suivre ont certainement apprécié. Oui, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Mais elle n'est pas politique. Non, elle est des mouvements citoyens, je crois. Effectivement, parce que les partis politiques ont la facilité d'inviter la société civile, d'autant plus qu'elles sont de structures thématisées qui peuvent développer ainsi certaines questions. Et nous avons voulu faire appel à elle, justement parce que nous sentons qu'elle est pondérée, elle est structurée. Et donc, elle a eu à participer avec les jeunes pour réfléchir sur la problématique de la femme. Et je crois elle-même, là où elle est, elle a été satisfaite parce que nous avons pris beaucoup de temps à former nos jeunes parce que nous voulons faire la politique autrement. Vous êtes un mouvement citoyen ou vous êtes un parti politique? Non, nous sommes parti politique, mais nous pouvons faire appel à... Vous avez déjà, vous, donc Alain Bolodja, vous avez votre parti politique? Non, mais effectivement, nous avons un parti politique que nous sommes en train de nous préparer justement pour la légalisation. Ah. En tout cas, il n'y a rien sûr. Hein. Tantôt parti politique, siège provisoire, tantôt. Donc, votre parti n'a pas encore été agréé au ministère de l'Intérieur. Effectivement, mais ça a toujours commencé ainsi. Mais pourtant, vous fonctionnez, vous êtes tout le temps sur les plateaux de télé, à gauche, à droite. Non, mais effectivement, on commence toujours dans sa dimension sociologique. On existe d'abord et puis on agrée. Est-ce que ça ne donne pas raison à vos détracteurs, certains qui disent que vous donnez trop de leçons aux gens alors que vous-même, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas structuré? Non, mais le problème, c'est qu'on ne leur reproche pas d'avoir l'incapacité de gérer leur parti, bien que nous pouvons le faire dans une certaine mesure, mais ce que nous leur reprochons, c'est la gouvernance. Non, mais si quelqu'un est capable de gérer un parti politique, de doter un parti politique d'un siège, peut-il donner des leçons aux gens qui eux, doivent gérer des structures comme l'État? Bien évidemment, que ce soit sur le plan de droit, que ce soit sur le plan sociologique, nous avons le plein droit de critiquer ceux qui sont à la tête du pays. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi gère des milliards. Mais dans son parti, ils n'ont même pas de toilettes. Voyez-vous? Ou sinon, les toilettes sont bouchées. Il peut y avoir des problèmes au niveau de son parti, mais il peut aussi y avoir des problèmes au niveau de la nation. S'il a été incapable
de bien gérer son parti, cela ne justifie pas qu'il soit incapable de gérer le pays. Voyez-vous? Parce que là, nous avons des contraintes budgétaires qui nous empêchent d'avoir le moyen pour que nous puissions nous doter de sièges. Mais ce qui est vrai, dans toute organisation, on commence toujours par un siège provisoire. L'UDPS n'avait pas de siège pendant des années. Il lui fallut que la diaspora mobilisât le moyen de la campagne de M. Etienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils ont soutiré dans l'argent de la campagne près de 500 000 $ pour s'acheter le nouveau siège. Aujourd'hui, ils ont un siège. Mais l'existence du parti n'est pas liée au siège. L'existence du parti est liée aux idées forces qui constituent la base, le socle de la pensée philosophique du parti. Et vous, le parti, le nom c'est? Les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAD, les VAD. Les BAT, L-E-B-A-T. Lèvons-nous et bâtissons. Oui. Vous parlez de la philosophie. La philosophie de l'EBAT, c'est l'application de l'article 64. Non, c'est ça, vous? Non, la philosophie... Non, on ne peut pas créer un parti. Montrer Ça, que c'est tu lui dois donner, auprès de Tshisekedi. non, ça, c'est lui donner trop d'importance, cher ami. On ne peut pas créer un parti juste pour s'attaquer à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est un fait conjoncturel. Voyez-vous? Nous avons créé notre parti. Nous sommes en train de créer notre parti justement parce que nous constatons qu'il y a un problème de gouvernance. Voilà pourquoi nous insistons sur gouverner autrement bien. C'est-à-dire que nous avons un nouveau algorithme que nous voulons présenter à la population. Comment résoudre la question du développement et comment faire en sorte que nous atteignions l'objectif tant souhaité par le père de l'indépendance. Et notre vision n'est que la mise en œuvre du programme ou de la vision de la société qui est dans l'hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous voulons créer une grande nation au cœur de l'Afrique. Voilà pourquoi nous disons lèvons-nous. C'est-à-dire que nous sommes dans une position assise. Nous voulons que la population s'élève, non seulement s'élever, mais aussi agir pour bâtir la République. Vous êtes de la droite, de la gauche, vous êtes Nous sommes des progressistes. Est-ce que dans notre pays, vous pensez que ces débats des positionnements idéologiques pour les partis politiques, ça passe aussi? Exactement, parce que c'est ça le socle. Nous sommes des progressistes. Nous sommes des progressistes. Nous prenons ce qui est positif chez les libéraux et ce qui est positif chez les socialistes et nous en faisons notre philosophie. Et dans cette philosophie politique, nous tenons aussi compte de l'évolution de la société parce que nous ne voulons pas être réfugiés dès lors que le monde est évolutif. Alain Bolodja, on a plus de 700 partis politiques dans le pays. Vous-même, vous êtes proche à un moment donné de Martin Fayulu. Fallait-il créer encore une autre partie mallette, une autre petite boutique? Donc, dans les 700 partis politiques, aucun ne vous a convaincu, vous, Alain Bolodja, pour que vous nous imposiez encore la sortie de notre parti mallette comme on en a plus de 700 aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si tous ces partis-là ne sont pas mallettes ou sont grands. Parce que l'indicateur que vous pouvez utiliser, ce ne sont pas des indicateurs conventionnels. Voyez-vous? Déjà au départ, aucun parti n'a pu obtenir ne fût-ce qu'un quart des sièges, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des assemblées provinciales. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de grands partis. Chaque parti joue sa partition. Et devant cette réalité, ce qui importe, c'est la finalité. Vous savez, ce qui est vrai aujourd'hui, il y a des similitudes en termes d'approche. Mais très souvent, il y a beaucoup d'écarts en termes de conception de politique publique. Le président Martin Fayulu, il est un libéral, il a une vision, mais fort malheureusement, je n'ai pas assez d'éléments sur son projet de société. Voyez-vous? Ce qui veut dire que... Et pourtant, vous le fréquentez, vous l'avez... Non, mais effectivement, j'ai le document, mais je n'ai pas assez d'éléments sur le projet de société. Parce que depuis qu'il a créé son parti, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas senti une sorte d'actualisation. Parce que dans la pratique, on conçoit le projet de société une seule fois. Et pourtant, nous sommes des progressistes. Ça, c'est déjà un élément. Un autre élément. Dans la problématique du développement, la question que l'on se pose, premièrement, quel type qui sommes-nous, qui voulons-nous être et comment y parvenir? Ce qui veut dire que dans le qui sommes-nous, qui voulons-nous être, nous avons effectivement une même appréhension, mais en ce qui concerne comment y parvenir, il y a des fossés. Si les gens veulent assez que j'intègre le parti, en même temps, ils me reprochent d'avoir soutenu à une certaine époque M. Kabila. C'est antinomique, c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que lorsque je m'étais engagé d'aller intégrer un parti, on ne m'a pas consulté pour faire de nous membres de la majorité présidentielle.
Et lorsque je militais dans ces partis, au même moment, le parti et la plateforme n'ont pas pu mettre en œuvre la raison pour laquelle j'avais adhéré. Voulez-vous que je continue à être... Vous étiez chez Boulambo Kilosho. Jean-Marie Boulambo Kilosho. J'étais avec lui. Lui, il était membre de la MP. La MP nous a présenté un programme que moi, personnellement, je suis convaincu que c'est ça la formule idéale pour que nous atteignions le développement. Mais fort malheureusement... La MP, là, nous sommes en 2011, 2010. Oui, moi, j'étais là de 2011 à 2018. C'est-à-dire que là... Donc, en 2018, vous avez battu campagne pour Chana? Non, j'avais déjà quitté. Avant même que mon parti intègre les FCC, j'avais quitté pour plusieurs raisons. Et je considère, pour ma part, qu'il est temps pour nous qui avons en commun cette vision partagée, nous pouvons, n'est-ce pas, créer notre parti. Nous ne disons pas que nous sommes très forts. Nous ne disons pas non plus que nous sommes très faibles. Notre force, notre faiblesse dépendra de notre capacité à convaincre les gens à y adhérer. Aujourd'hui, si nous voulons être sincères, nous avons séduit plus d'une personne. Mais fort malheureusement, les gens attendent à ce que nous quémandions l'argent. Nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des sollicitations. Il y a des gens qui viennent avec des enveloppes. Mais ce que nous avons d'essentiel, c'est notre indépendance d'esprit. Voulez-vous que nous ayons des sièges en bradant notre conscience? Voulez-vous que nous vendions notre âme? Même pendant que j'étais avec Kabila, je m'étais efforcé d'être un homme libre. Je ne me suis pas retrouvé, mais je continue à mener mon combat. Parce que je suis dans une approche idéale, en mon sens. Vous voulez qu'aujourd'hui, que nous puissions nous compromettre, justement parce que nous voulons avoir des sièges pour satisfaire le souci des uns et des autres. Nous avons un siège où nous tenons nos réunions. Nous avons une adresse fixe. Si quelqu'un veut nous contacter, il y a possibilité de le faire. L'essentiel pour nous, c'est ça. Ce qui est plus important, c'est d'apporter l'éveil, de pousser les gens à comprendre la problématique du pays et à maîtriser l'algorithme que nous leur proposons. C'est ça l'essentiel pour nous. Alain Bolodja passera, la vision va continuer. Donc pour nous, les débats de siège est mal placé. Et d'ailleurs, l'Union dite sacrée, qui est une organisation politique, n'a pas de siège. Pourquoi voulez-vous que nous, qui n'avions même pas la gestion du pays, vous voulez que nous ayons un siège, alors que ceux qui ont le manette du pouvoir n'en ont même pas? Qui est le coordonnateur de l'Union sacrée? On dit que le chef c'est lui-même. Hein. Ah bon? Et ce n'est pas incompatible avec la Constitution? Alain Bolodja, l'actualité, là, au moment où nous parlons, c'est énième voyage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ah, il est excellent. Vous ne voulez pas que je l'appelle Excellence? Non, mais c'est M. Félix Tshisekedi. Je peux même tolérer de l'appeler président. En quoi il est excellent? Ce n'est pas un concept générique. Non. Vous pensez que Tshisekedi ne mérite pas qu'on l'appelle Excellence? Bon, si vous l'appelez, il n'y a pas de... Non, vous pensez qu'il ne mérite pas? Je ne vois rien d'excellent dans ces pays pour appeler les gens des excellents, des honorables. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Soyons sincères. Attendez, ne soyez quand même pas non, aussi... mais ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est le président de la République. Si vous l'appelez président, on comprendrait. Appeler excellent, ça, ce sont des accoutumances que nous devons bannir. L'excellence, ce n'est pas un titre, c'est une qualité. C'est une vertu que l'on voit en vous. Et la vertu, cette qualité-là, Félix ne l'a pas. Depuis quand? Quoi faisant? Non, mais comment peut-il avoir ces qualités? Lui-même vous l'a dit. Vous l'avez dit, non? Vous l'avez dit. Sa gouvernance est insignifiante. En quoi est-il excellent? Bon, ok. Je commence même à délayer ma pensée. On a l'impression que vous êtes allergique à chaque fois qu'on parle aussi des noms de Tshisekedi. Bon, non, moi, je suis allergique à ces mauvaises habitudes. Quand on dit que vous êtes haineux, vous allez dire non. Merci pour les compliments. Bon, là, moi, si Tonini. Non, il n'est pas de ma génération. Il n'est pas de ma génération. Oh. Je l'ai connu avant qu'il ne soit président, mais comme il n'est grand pas frère. De ma génération. Il n'est pas de ma génération. Oh. Bon, je repose ma question. Monsieur Tshisekedi, là, vous êtes à l'aise? Oui, c'est bon. C'est un monsieur. Le président Tshisekedi, à l'heure où nous parlons, se trouve en Jordanie, après une escale à Dubaï. Beaucoup critiquent cette vous-même aussi, propension à tout le temps aller. Est-ce que vous ne voyez pas que l'Expo 2020, par exemple, c'était un cadre assez prestigieux où on devait aller vendre le Congo? Et deuxièmement, est-ce que
il ne devait pas ou il ne doit pas aller en Jordanie avec l'or noir qu'ils ont, tout ça, pour également charmer ces Arabes-là pour le compte de la République démocratique du Congo? Bon, je considère pour ma part que ce sont de conceptions surannées, justement parce que les gens confondent se déplacer au nom pour le compte de la République et à obtenir gain de cause. Parce que ce qui est vrai, c'est que M. Félix Tshisekedi, en tant que citoyen, il a le droit d'aller partout où il veut. En tant que président, il a le pouvoir de se déplacer. Mais en tant que gestionnaire, il doit réfléchir à 2 fois. Parce qu'il a eu à effectuer beaucoup de visites à l'extérieur, il a eu à effectuer beaucoup de voyages à l'extérieur, mais il n'arrive même pas à se mettre pendant quelques minutes et à réfléchir sur les résultats ou les retombées. Tenez, chaque fois lorsque vous parlez de la diplomatie de M. Félix Tshisekedi, on vous rappelle ce qu'il a pu obtenir, mais fort malheureusement, au niveau des institutions de Bretton Woods, qui nous disent aussi dans la bilatéralité, qu'a-t-il déjà apporté? Quand on nous dit qu'il a ramené plus d'1 milliard... Ça, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Qu'a-t-il apporté dans la bilatéralité? Dans des relations bilatérales? Non, jusque-là, il n'y a rien. Jusque-là, il n'y a rien. On voit la France faire ceci, non, les États-Unis... Jusque-là, il n'y a rien. Jusque-là, il n'a rien apporté. Alors que dans tous ces voyages, il ne visait que certains États. Et je suis convaincu que dans ces États, ce ne sont pas des enfants des cœurs. Avant de venir chez vous, ils doivent se rassurer que lorsqu'ils vont investir $1, ils seront en mesure d'en récolter même 100 ou $1000. Parce que là, c'est un conflit d'intérêts. Je ne pense pas que tous les pays sont aussi naïvement considérés comme nous aujourd'hui. Avant que ces pays-là s'engagent, comme tout investisseur sérieux, ils doivent se rassurer de la maîtrise de risques en termes d'investissement. C'est vrai que les risques sont inhérents à tout projet d'investissement. Mais dans l'investissement, on vise à minimiser les risques ou sinon à les maîtriser justement pour se garantir de la profitabilité. Pour qu'un investisseur vienne, il doit se rassurer que la justice s'est faite de manière équitable, que la justice est juste. En cas d'un conflit, il pourra donc aller... Effectivement, ils doivent se rassurer que vous avez un système bancaire assez stable. Ils doivent se rassurer que vous avez des structures d'assurance qui peuvent prendre en charge en cas de sinistre. Tous ces éléments-là n'existent pas. Ici, chez nous, nous avons un sérieux problème. Il y a un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. La justice est entre les mains des centres d'intérêt. Et nous pouvons les démontrer ici. Quel est cet investisseur sérieux qui peut venir? Et d'ailleurs, lorsque vous allez dans ces pays-là, ce ne sont pas les États qui viendront investir. Ce sont les détenteurs des capitaux de ces pays qui viendront. Vous ne donnez aucune assurance, aucune garantie. Lorsque votre propre président passe à la télé, une télé suivie, et c'est passé en boucle, dit que dans la justice, il y a une mafia, ne pensez pas qu'un investisseur sérieux viendra. Les gens confondent. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, oui, ils peuvent avoir l'argent. Mais tout leur argent ou tout le fonds qu'ils peuvent mettre à notre disposition sont orientés pour soutenir notre monnaie. C'est-à-dire qu'ils sont dans une approche d'assujettissement. Vous venez au niveau de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, par le DTS, droit de tirage spéciaux, ils peuvent mettre à votre disposition l'argent. Mais cet argent est destiné à quoi? À acheter ce que l'Occident produit. Dites-moi, depuis que M. Félix Tshisekedi est là, qui a déjà vu $1 milliard pour l'investissement en termes de route ou en termes de relance? Donc, d'une certaine manière, il vous donne par la gauche, il récupère par la droite. Effectivement, mais c'est connu. Ce n'est pas un débat d'actualité. C'est connu de tout le monde. M. Mobutu l'a déjà dit vers les années 73-74. Tous les présidents sérieux de ce monde... C'est comme ça qu'on dit que la Banque mondiale et les fonds monétaires ne développent jamais un pays. Ils ne peuvent pas vous développer parce que lorsqu'ils arrivent, ils ne considèrent même pas votre plan. Nous avons connu un boom économique à une certaine époque. Ils viennent et vous disent, non, voilà, vous avez connu des difficultés, on va vous soutenir. On nous a imposé le programme d'ajustement structurel. On voulait assez que l'on privatise nos entreprises. L'État devait se désengager.
On devait permettre aux investisseurs étrangers de venir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Kabila est jugé. Qui ont donné l'idée d'éclater la GECAMI, la MIBA, d'éclater Sokimo et toutes ces entreprises. Albert Youm a dit que c'est la Banque mondiale. Non, mais effectivement, parce qu'il y a des professeurs qui nous ont enseigné qui sont encore vivants. Je cite ici le professeur Kawata. Il vous a donné avec des tableaux. Et la conséquence, c'est que lorsque l'État se désengage, la capacité de l'État à mobiliser le moyen s'amoindrit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous payons la facture. Et voilà, des gens qui se comportent en écoliers, ils viennent comme ça, ils vont encore dans le piège que nous avons investi beaucoup de moyens pour en sortir. On nous ramène encore ça. Et ils applaudissent. Allez voir aujourd'hui le tableau de la dette extérieure. Nous frôlons pratiquement les 9 milliards. On m'a dit qu'on est à plus de 8 milliards et quelques. Nous frôlons les 9 milliards. Alors que Kabila avait tout empoché à... Non, il y a eu un montant important qui a été effacé. Justement parce qu'on payait 50 millions chaque mois, ça faisait 600 millions de dollars chaque année pour que nous arrivions à atteindre le point d'achèvement. Nous étions classés parmi les pays moins endettés. Cela pouvait nous donner la possibilité d'aller contracter, d'aller avoir des crédits au niveau des institutions financières internationales pour que nous financions cette fois-là le projet de développement. M. Félix Tshisekedi, ne comprenant pas les enjeux mondiaux, il va vers ces institutions pour s'aliéner. Aujourd'hui, la République démocratique est aliénée. Nous sommes excessivement endettés et nous n'avons aucune capacité de résoudre le problème. Automatiquement, nous entrons dans le cercle vicieux. Et aujourd'hui... Dans lequel on était déjà sortis. Non, mais effectivement, on était déjà sortis parce qu'on ne dépendait plus d'eux. Il y avait possibilité aujourd'hui de contracter, de prendre des engagements avec d'autres institutions ou d'autres pays, justement pour financer l'économie. On avait la possibilité de présenter un plan de relance économique avec possibilité d'avoir presque 30 milliards de dollars. Et dans ces 30 milliards de dollars, au regard de notre PIB, du taux de croissance économique, on pouvait, comme ça, arriver à répondre ou à rembourser le fonds. Au lieu de réfléchir sur l'économie réelle, lui pense que la politique qui est la meilleure, c'est de soutenir la monnaie. La monnaie n'est pas dans l'économie réelle. On ne peut pas développer le pays qu'avec la stabilité de la monnaie. Même dans le cadre macroéconomique, on a 4 dimensions. On n'a pas que la monnaie. Voyez-vous? Et moi, quand je vois ceux qui prétendent être des économistes, je suis désolé. Nous avons été formés pratiquement par le même professeur. Toutes les théories que je développe ici, ça se retrouve dans les livres. Et les gens ne veulent même pas réfléchir. Et on applaudit. Quand on dit nous a ramené 1,5 milliard. Non, mais ça servait à quoi? Non, ça servait à quoi? Renflouer les caisses pour les réserves d'échange. Ce sont des politiques conjoncturelles. C'est justement pour stabiliser la monnaie. Mais on ne peut pas créer l'emploi grâce à la stabilité de la monnaie. Il faut relancer l'économie. Quels sont les projets que lui a pu initier, qu'il a pu financer pour espérer que demain, on sera en mesure de créer plus de richesses? Et cet argent que lui prend, il y a un taux d'intérêt qui s'impose à nous. Lui ne sera pas là. Est-ce que vous savez que M. Mobutu, il a eu à obtenir près de 2 milliards et de poussières de dollars à l'époque pour financer certains projets. Avec l'argent qu'il a obtenu, moins de 3 milliards de dollars, il a construit le barrage d'Inga. Avec cet argent, il a construit le pont Maréchal. Avec cet argent, il a construit CCIZ, il a construit échangeur délimité. M. Félix Tshisekedi a obtenu 8 milliards. Qu'a-t-il construit? Commençons d'abord par là. Il a fait quoi? Combien d'emplois a-t-il créé? Dites-moi, il a créé quoi? Même ne fût-ce qu'une agence pour réparer les pneus. A-t-il créé ne fût-ce qu'une agence ou un quado? A-t-il créé une entreprise aujourd'hui? Il n'y a rien. On se souviendra de lui, c'est lui qui nous a ramenés dans la dette. Et ce sont nos enfants qui viendront payer avec le taux d'intérêt. Ça veut dire qu'économiquement, là, M. Tshisekedi n'a pas une grande vision pour le pays. C'est down. Non, mais il n'a aucune vision, même pas pour l'économie. Il n'a aucune vision. Il est en train de patauger. Il n'a aucune vision. Personne ne peut me démontrer ici qu'il a une vision. Il ne fait qu'improviser. Il est emballé par ceux qui l'entourent et ça pose problème. M. Mobutu, avec les 2 milliards 400 millions, il n'a pas pu payer. Ce sont les effets de la dette qui nous ont ramenés jusqu'à 14 milliards. Alors qu'on avait pris moins de 3 milliards. On a pris moins de 3 milliards. C'est la même situation. Il y a un taux d'intérêt
qui doit être calculé chaque période, chaque année. On produit quoi? C'est comme quelqu'un qui va contracter une dette justement pour manger. Vous avez mangé, mais demain vous aurez faim. Vous allez payer comment? C'est ça les raisonnements chez les jeunes. Et les gens applaudissent. Ce n'est pas ça l'économie, cher ami. Voyez-vous, ce n'est pas ça l'économie. Et lorsqu'on me dit qu'il est entouré par des économistes, je me dis, ça, c'est un problème. Donc, vous dites que son voyage à l'Expo 2020, et même là où il est en Jordanie aujourd'hui, la République ne gagne rien. Non, mais le problème, c'est que la République peut gagner, mais lorsque vous comparez ce que nous pouvions gagner sans qu'il se déplace, je suis sûr et convaincu, on pouvait mieux gagner en restant chez soi que de se déplacer. En organisant les choses, effectivement. En organisant les choses, parce que tous ces pays-là ont besoin des matières que nous avons. Tous ces pays du monde ont besoin de nous. Nous sommes comme la plus belle femme du village. Mais nous ne nous connaissons pas. Ce sont les autres qui le constatent. Tout le monde vient vers vous. Vous ne posez aucune conditionnalité. Vous allez, aujourd'hui vous êtes avec tel homme. C'est que vous vous oubliez, vous perdez votre crédibilité. Essayez un peu de réfléchir. M. Félix Tshisekedi va à Dubaï. Voyez-vous? Si c'était vraiment pour la République, essayez de voir la qualité des gens qui l'ont accompagné. Essayez seulement de voir la qualité des gens qui l'ont accompagné. Il est accompagné de qui? Mais on voit des gens avec des barbes, de tout ça, qui chantent dans les restaurants. Moi, je croyais que c'était je voulais même dire de voyous. Heureusement, je ne l'ai pas dit. Et pourtant, il devait se promener avec la FEC, avec les spécialistes de ministère, des gens qui ont de la matière, qui peuvent négocier avec d'autres. Vous amenez les musiciens, les chanteurs, les Tchilégélou et consorts. Et au finish, ils ont fait quoi là-bas? Mais il y avait quand même des journées les soirs où il fallait agrémenter. La culture fait partie de notre vie. Non, mais effectivement, mais un technicien peut aussi faire partie de la délégation et faire un travail. Et le soir, il va se régaler avec vous. Et quand vous allez dans des fêtes, les pays gagnent quoi? La question que l'on doit se poser, il est parti avec combien de personnes? Il y a eu combien d'experts? Il y a eu combien de... Ils étaient au nombre de combien? Qui a pris en charge tout ces... Et l'enveloppe globale est de combien? Peut-être vous allez vous rendre compte, c'est 1 400 000 $. 1 400 000 $. Même si on achetait ne fût-ce que les semences. Ces gens-là ont fait quoi? Dites-moi. Soyons sérieux. Ces gens-là avec des barbes, ils ont fait quoi? Ceux qui chantent dans les restaurants. Non, mais ils ont fait quoi? Ils louaient le Seigneur Jésus, non? Oh! Qu'est-ce que Jésus a à faire là-bas? Vous allez défendre vos intérêts, vous appelez Jésus là. Qu'est-ce que Jésus a à faire là-bas? Il va faire quoi? Donc c'est encore un autre rendez-vous. Oh, papa. Je vous dis que c'est ça le malheur. Vous voulez aller en compétition de football, vous amenez vos épouses, vos épousettes, les gens qui soutiennent les équipes restent, les joueurs restent et vous allez vous applaudir là-bas. Ça démontre à suffisance qu'il y a une légèreté dans la tête de ceux qui prennent certaines décisions. C'est quand même surprenant. J'aurais voulu voir les secrétaires généraux le développement rural, les secrétaires généraux de l'industrie, les secrétaires envoyer leurs délégations. Si on pouvait prendre dans le secteur productif, ne fût-ce que 5 personnes, là on aurait affaire à des techniciens. On envoie la FEC, le groupe Ledia, le groupe, tous ces gens-là qui sont dans le pétrole, dans l'hôtellerie, et tous ceux qui sont dans l'industrie, dans le mine, vous les envoyez là-bas comme nos représentants. Ce sont eux qui vont entrer en contact avec les opérateurs économiques. Et vous nous amenez les chanteurs, les danseurs, les buveurs. Ça, c'est une honte. Et à la fin, c'est le compte du trésor qui va être saigné. Et après, il se déplace dans un autre pays. Il est en Jordanie, alors on nous parle. J'espère qu'il a amené tout le monde. Parce que j'ai vu M. Zacharie, après avoir été reçu par M. Félix Tshisekedi, il a promis qu'il allait l'accompagner ou aller l'accueillir là-bas. Il a reçu beaucoup d'argent pour organiser tout ça. C'est lui-même qui l'a dit. J'ai la vidéo. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a rien compris. Il n'a rien compris. Un peu des gars. Non, s'il n'a rien compris, vous voulez que je dise? Un peu des gars. Il n'a rien compris de quoi? Non, mais il n'a rien compris, c'est son rôle. Son rôle, il n'a rien compris les enjeux. Est-ce que vous savez qu'il y a des territoires qui n'ont même pas des aspirines? Est-ce que vous savez qu'il y a dans une certaine maternité, ils n'ont même pas de groupe électrogène?
Est-ce que vous savez que ma femme a été opérée avec une torche ici à Kinshasa, à Mamaïmo? Mais vous prenez 1,4 million juste pour permettre aux gens... Il n'y avait pas du courant à Mamaïmo. Non, il n'y en avait pas. Ils avaient un problème de groupe. Ils avaient un problème de groupe. Heureusement, Mme Hamida a donné après. Et fort malheureusement, il y a un problème de carburant. Elle a été opérée avec une torche. Voyez-vous? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est à Kinshasa. Si nous allons à l'intérieur, les gens manquent même de seringues. Alors, le régime de Tshisekedi, c'est quoi pour vous? C'est terrible. Hein? J'étais avec... Non, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Et c'est très grave. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Mais quand vous l'entendez lui-même, qui peint un tableau noir, après il vient, il dit je reviendrai en 2023, donnez-moi un autre mandat. Vous êtes prêt à vous donner la mort ou quoi? Non, le problème c'est que je suis sûr et convaincu que ceux qui ont rédigé cette partie des discours sont des spécialistes en économie de développement. Voyez-vous? La pensée, effectivement, le diagnostic tel qu'il est présenté, il n'y a qu'un économiste de développement qui peut faire ça. Mais la conclusion... Donc l'analyse, elle est fondée. Non, prenez mon livre, tout ce qu'il a dit là, ça se trouve dans mon livre. Chapitre 5. Tout économiste connaît cette situation-là. Parce que nous avons tous les mêmes indicateurs. Déjà en 2012, la situation était celle-là. Tout le monde le sait. Mais comment résoudre? On n'est pas dans la difficulté. Comment résoudre? Ça, c'est le diagnostic. Vous prenez 7 ménages sur 10 qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Ça, ce sont des données que nous avons pu enregistrer depuis 2005 avec l'enquête 1, 2, 3 de 2007. Tout le monde a ça. Lorsque vous voyez le profil de pauvreté dans toutes les provinces, c'est ça la moyenne nationale. Mais lorsque vous comparez, vous faites la cartographie de la situation n'est pas statique pour toutes les provinces. La province la plus pauvre par rapport aux revenus, la pauvreté prise dans son aspect financier, c'était la province de l'Équateur. Après, vous avez les Bandundu. Tous ces pays, toutes ces provinces-là, nous avons toutes ces statistiques-là. On vous dit à l'Équateur, c'est 94,6%. Dans le Bandundu, c'est 86, autant. Toutes ces informations-là, nous donc les il a avons. livré. Non, il a livré. Non, il n'a fait que dire ce qui est dans le document. Il n'a pas inventé. Ça, ce sont les rapports de l'INS. Non, mais quand il dit qu'il n'a pas suffisamment eu le temps, je l'ai suivi encore dans son interview accordée à Mme Colette Brackman du journal Le Soir, il demande un autre mandat parce qu'il dit qu'il y a un problème. Non, mais apparemment, il n'a rien compris. Il a un problème de temps. Non, il évoque le fait que 2 ans durant, il a eu des difficultés avec Joseph Kabila. Ça, c'est quand même des vérités indéniables que vous n'allez pas nier. Non. Ça, c'est pas sérieux. Ça ne peut pas sortir de quelqu'un qui se présente comme président. Vous pensez que pour résoudre le problème de l'eau potable, ça va demander combien d'années? Pour résoudre la question de la faim, il faut dire à M. Félix Tshisekedi, il y a un rapport aujourd'hui de PAM qui dit clairement qu'il y a 27 millions de malnutris et dans ces 27 millions, ils souffrent déjà d'une malnutrition aiguë. 27 millions. M. Kabila, depuis qu'il est parti, ça fait pratiquement 1 année. Posez la question à M. Félix Tshisekedi, quel est son plan de production agricole, même de maïs? Non seulement dans ça. Quel est son plan de relance agricole, filière maïs? Parce que le Kasaï consomme le maïs. Il en a. Il veut produire combien de tonnes de manioc? Il veut produire combien de tonnes d'haricots? Commençons d'abord par... S'il avait ne fût-ce qu'un programme cohérent, on pouvait se dire, voilà, il a bien commencé, mais il est buté aux contraintes temps, on peut prendre les risques de projet. Ne fût-ce que le gouvernail, il n'en a pas. C'est-à-dire que là, nous sommes en face... Bon, je ne fais que essayer de
de prendre ça dans un cadre imagé. Vous avez un véhicule en panne, mais qui arrive quand même à se déplacer. Et vous avez un soi-disant chauffeur qui n'a pas de permis et qui ne s'y connaît même pas en conduite et surtout moins en mécanique. Vous lui donnez la responsabilité. Ne me dites pas que vous voulez résoudre le problème. C'est ça, Félix. Les chauffeurs, là, c'est Félix. Non, c'est une métaphore. C'est-à-dire que les chauffeurs, là, c'est ça le problème. Si seulement il avait un permis de conduire, si seulement il savait conduire, on pouvait le dire, même s'il n'est pas chauffeur, mais au moins, il sait comment déplacer les véhicules jusqu'au garage. Il n'a rien. Il ne sait même pas que la voiture est en panne. Alors dites-moi, qui peut le prendre au sérieux? Non, mais dans les cadres des langages imagés, c'est qui les chauffeurs dont est question ici? C'est une métaphore. C'est ce que comprendre qui pourra, cher. Non, mais c'est qui les chauffeurs? Non, mais je l'ai dit. Hein? Ce qui veut dire que le problème, notre plus grand problème, c'est là. Mais ce fait, c'est qu'il n'a aucune vision. J'ai été choqué de voir quelqu'un passer à la télé, me critiquer, disant « Non, Alain, toi, tu penses que tu connais tout, plus que tout le monde. » Et M. Félix, c'est qu'elle a pris l'initiative de créer une coopérative de pêcheurs. On va commencer à produire du poisson. Tu étais avec Kabila, vous n'avez jamais produit. Et voilà, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui amène une vision. Vous refusez, vous refusez tout. Vous êtes toujours pessimiste. Mais allez voir, 0 gramme de poisson produit. Tout passe par la conception. Lorsque vous avez une mauvaise conception, une mauvaise planification, moi, en tant que spécialiste sur des questions de développement, je ne peux pas espérer. Je ne peux pas. Et ce qui est grave, j'ai vu la signature, j'ai vu le document, ces fameux programmes de 145 jours, 145 territoires. Comparativement au programme de 100 jours, le programme ici, dans la forme, est bien structuré. Mais dans le fond, du vent. Alors dites-moi, on va espérer avec Félix Séké sur base de quoi? Même le projet 145 territoires, vous ne pensez pas que ça va booster les... Ça, ce sont des aventures. Tu nous as dit que c'était une aventure, c'était une autre manière de voler l'argent. Ce sont des aventures. Invitez-moi, je vous amène le document. On va commencer à projeter tableau par tableau pour vous démontrer les incohérences et les insuffisances de ce fameux programme. Il y a 56 pages. On prend juste les tableaux. On vous démontre. Est-ce que vous trouvez-vous sérieux? Dans un pays où vous avez une charpente institutionnelle, vous créez un cadre informel pour gérer 1,660 milliard de dollars. Pour chacune des provinces, chacun des territoires, vous prévoyez 10 millions. Ça fait 1,450 milliard. Mais pour la coordination, 210 millions de dollars. Rien que pour la coordination. Oh, papa. 210 millions de dollars. Pour le fonctionnement, les paiements de la coordination. 210 millions de dollars. Sérieux, ça? Ah, mais oui, j'en ai ici. 210 millions de dollars. C'est plus que même les territoires. Oh, papa. 210 millions de dollars. 4 organes qui vont intervenir. En dehors de ça, il y a des organes d'exécution. Le bureau, BSECO. Il y a PNUD. Je ne sais pas si PNUD a donné son aval. Il y a FCFF qui est aussi dans la charpente là. 210 millions de dollars que eux ne peuvent pas justifier. Mais ils vont défalquer ça dans les 1 milliard, c'est ça où ils vont... 1,6 milliard, vous prenez, vous enlevez 210 millions, ça reste 1,450 millions. Sérieux, ça? Ah, voilà. Parce que on a Alexa Tananga, nga mono na souffrir, na kendaka na bamboka wana. Je connais les réalités du Congo profond. Je viens ici, j'ai fait l'université dans le développement rural. C'est ça mon domaine de formation. Et mon diplôme a été homologué par l'État congolais. Je passe à la télé pour dire oui, ça va réussir. 2 ans après, ça va échouer. Je défie quiconque. Ça va échouer et ça a déjà commencé à échouer. Ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Tenez, ils invitent les députés provinciaux. Mais lisez votre propre constitution. La constitution n'a jamais dit que le président avait le pouvoir de convoquer les députés provinciaux pour leur parler de problématiques de développement de leurs entités. Ce sont des compétences exclusives aux provinces. Le route des desserts agricoles, l'agriculture, la pêche, l'élevage, la construction des écoles, des hôpitaux relèvent de la compétence exclusive des provinces. Vous venez, vous vous accaparez de leurs compétences et vous les invitez pour valider votre programme. Les fameux 145 territoires. Les fameux 145 territoires. Les députés prennent le document. Ils commencent à analyser, à lire. Ils ont compris que dans ces fameux projets,
il y a des projets, dans ces fameux programmes, il y a des projets qui sont en cours d'exécution avec le financement de la Banque mondiale et le financement du gouvernement central. Mais c'est repris dans leurs propres documents. Alors que on avait déjà commencé. Non, ils ont déjà commencé. Ça, c'est un autre projet. Mais pourquoi ils les reprennent alors? Non, mais justement parce qu'ils ne sont pas sérieux. Voilà pourquoi je vous dis, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Comment pouvez-vous concevoir des politiques publiques sans impliquer les institutions provinciales? Vous invitez le gouverneur. Le gouverneur n'est pas le seul gestionnaire de la province. Il y a les députés provinciaux. Vous invitez les députés provinciaux de manière séparée et au finish, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, c'était justement pour permettre à M. Félix Tshisekedi d'être en contact avec les futurs électeurs de gouverneurs. Et on vous présente ici comme s'ils sont venus pour résoudre les questions de développement et pourtant ils ont été invités justement pour permettre à M. Félix Tshisekedi de se garantir une majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Et on veut vous berner comme ça. Tokola, Mbogege Mabe. IDPS, c'est notre frère. Ok, Naepe. Candidat, il a demandé un autre mandat. Kabila a Alexis soutien. Kabila. Vous pensez vraiment dans ces pays, avec tout ce que nous avons sur le terrain, quel est ce Congolais conscient qui peut prendre le risque d'aller dans un bureau de vote, entrer dans l'isoloir, pointer M. Félix Tshisekedi et aller jeter dans l'urne? Personne ne votera pour Basiliki. Je vous dis, il est temps de réfléchir autrement. Je voudrais juste lancer des alertes. Le monde aujourd'hui est secoué sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. La question de l'Ukraine aura des incidences sur nous. Essayez de vous imaginer si cette guerre prenait de l'ampleur. Quelles sont les politiques publiques mises sur pied aujourd'hui qui peuvent nous garantir une certaine résilience? Aujourd'hui, nous pouvons être secoués. Le maïs, l'huile, le savon, tout ce que nous consommons, dans la plupart des cas, viennent d'ailleurs. Si la guerre continue avec ampleur, tout le monde va se retirer du marché international justement pour préserver le peu de leur production pour assouvir le besoin interne. Qu'avons-nous produit? Demandez à votre ministre de l'économie la quantité de maïs produite ici est de combien? Il n'a aucune idée. Même les statistiques, il n'a aucune idée. Aucune idée. La demande en poisson est de combien? Il n'a aucune idée. Alors dites-moi, comment voulez-vous que nous vous prenions au sérieux alors que les ABC de la gouvernance, vous ne maîtrisez même pas? Vous êtes bon pour tout, sauf pour être à la tête du pays. Ça, je vous l'ai dit. Donc vous battrez campagne. Déjà que vous dites que les élections, ce n'est pas votre problème. Hein? Non, nous voulons les élections, mais des bonnes élections. Ah, au changé? Non, je n'ai pas changé. Non, mais effectivement, pour qu'il y ait élection. Non, mais effectivement, article 64, c'est la révolution. Après, on va convoquer un congrès fondateur. On va présenter un nouveau pacte social. Donc, vous ne croyez pas aux élections de 2023? Non. Surtout pas avec Félix Tshisekedi à la tête. Aux candidater? J'ai dit non. Être candidat, pourquoi? Pour être nommé par Félix Tshisekedi. Ils vont se dire, ah, voilà, comme il parle trop, on doit le publier président. Vous-même, vous savez que vous n'avez pas été élu, mais on fait de vous député. Aujourd'hui, nous en avons combien? 532. Sony. Alain Bolodja, l'actualité, c'est aussi ces débats autour d'un probable retour de Kabila. A-t-il le droit, oui ou non, de rentrer au regard du droit positif congolais? Bon, au-delà du droit, est-il en mesure de convaincre? Parce que ce qui est vrai, nous suivons les débats. Je défie quiconque ici. Qui peut nous brandir ne fût-ce qu'une page du procès verbal ou des archives parlementaires où les députés ont discuté sur l'éventualité d'un ancien président à postuler ou pas? Ça n'existe pas. Le constituant n'a pas réfléchi sur ça. Même dans les travaux préparatoires, vous n'en trouverez pas. Ce qu'il y a eu comme débat, les gens ont refusé qu'un président de la République puisse accumuler, puisse gérer, avoir 3 mandats consécutifs. Ces débats-là ont eu lieu. Mais personne n'a réfléchi sur l'éventualité qu'un président revienne après qu'un autre président ait assumé la fonction. On n'a pas réfléchi sur ça.
On n'a pas réfléchi sur ça. Il faut faire le distinguo entre la raison, le bon sens et l'exigence constitutionnelle. Si dans la raison, on considère que M. Félix Kabila peut postuler ou pas, si dans le bon sens, on considère qu'il ne mérite pas d'être président, après Félix Tshisekedi, mais la Constitution n'a pas interdit. Donc, constitutionnellement, Kabila a le droit de postuler en 2023. Non, constitutionnellement, personne n'a interdit à un ancien président de venir postuler. Non, mais je postule. Non, mais moi, je pose les principes. Non, mais appliquons les principes pour aider les Congolais à comprendre. Effectivement, il n'y a aucune disposition de la Constitution. D'ailleurs, les Congolais n'ont jamais réfléchi sur l'éventualité qu'un ancien président puisse revenir. On n'a jamais réfléchi sur ça. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que cette Constitution a des lacunes. Donc, vous ne direz pas qu'on a violé la loi si en 2023, Kabila a postulé. Non, mais la Constitution n'a pas interdit. Les gens veulent créer de confusion pour rien. Ils font des droits comparés et tout ça. Mais lorsqu'il s'agissait de réfléchir sur ça, le constituant n'a pas réfléchi sur cette éventualité. La même situation telle que nous l'avons dit l'autre fois. Si le président de la République est empêché, mais pas définitivement, la Constitution n'a rien prévu. C'est le même cas. C'est le même cas parce que ceux qui ont conçu cette Constitution étaient pressés à fixer juste le principe de l'article 70. J'ai suivi certains débats au niveau de médias. Quelqu'un dit non, voilà, comme il est sénateur à vie, et donc il est frappé d'incompatibilité, il ne peut plus assumer une autre fonction. Lorsque vous prenez cet aspect, sachez-le très bien, le sénateur à vie n'est pas lié au deuxième mandat. Le sénateur à vie, c'est par rapport à celui qui a assumé la fonction du président. M. Félix Tshisekedi aujourd'hui n'est pas sénateur à vie justement parce qu'il est en cours de mandat. À la fin de son mandat, s'il postule et qu'il échoue, il est sénateur à vie. Alors qu'il a encore la possibilité d'avoir un autre mandat. Effectivement. Alors dites-moi, quel est le raisonnement que vous voulez construire là? M. Félix Tshisekedi, en 2024, s'il n'est pas élu, il est sénateur à vie, mais il a la possibilité de rentrer. Ce n'est pas qu'il a l'obligation d'avoir les deux mandats, non, il doit postuler pour qu'il soit réélu. Mais le fait seulement que la Constitution n'a pas prévu le mécanisme pour empêcher à tout celui qui a déjà assumé les deux mandats, cela veut dire que dans ces vides-là, ça profite aux personnes qui veulent postuler. Mais la question maintenant que nous devons nous poser, pourquoi M. Kabila veut-il rentrer au pouvoir? Quel est le paradigme qu'il a pu comprendre pendant qu'il est au chômage? Moi, je considère Kabila comme une quinine qui a servi à une certaine époque de stabiliser la situation de santé du pays. Il a été amer, il a été pris, il a tenté de stabiliser, mais aujourd'hui, au regard de la mauvaise conception, conservation, et au regard de la composition chimique, il devient toxique, impropre à la consommation. Je ne peux pas encourager les gens à voter pour Kabila, mais je n'ai pas aussi le droit, au regard de cette constitution, de lui interdire de postuler parce qu'aucune disposition ne le dit. Ok. Je comprends. J'allais poser la question justement. Supposons que, puisque aucune disposition l'interdisait, Kabila candidat, vous êtes devant un choix, Kabila Tshisekedi, vous battez campagne pour Kabila? Non. Vaut mieux Tshisekedi alors? Non. Je préfère rester à la maison. Oh. Non, mais pourquoi le pays peut avoir le malheur d'avoir que les deux candidats? Pourquoi seulement les deux là? Je vous ajoute un troisième? Oui. Moïse Katumbi. Vaut mieux, franchement. Donc vous mettrez Kabila out, vous mettrez Tshisekedi out, vous garderez Katumbi. Mais oui, mais lui, il est encore en dehors de la question de la nationalité, si cela va se poser. Mais moi, personnellement, je considère, M. Félix Tshisekedi a montré ses limites. M. Kabila est déjà considéré comme un produit erroné, suranné. Il n'appartient plus à l'avenir. C'est un être du passé. C'est un dinosaure. Mais Moïse Katumbi peut avoir la chance parce que lorsque vous mettez Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, le choix est clair. Laissez-moi vous embarrasser un peu. Vous êtes tellement critique sur la gestion de Tshisekedi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Congolais consensueux sur lesquels vous pouvez porter votre choix et qui pourront, à votre point de vue, changer la donne dans ce pays? Oui, ils sont nombreux. Qui, par exemple? Ils sont nombreux. Je prends par exemple Martin Fayulu. Fayulu Madidi.
Fayulu Madidi a des atouts. Vous pensez que Fayulu, le président de la République, il ferait mieux que Tshisekedi? Là, non, mais même votre caméraman ferait mieux que Félix Tshisekedi. Mon caméraman ici? C'est à vous de choisir, ils sont à deux. Vous pensez que si mon caméraman est président de la République, il fera mieux que Tshisekedi? Non, mais effectivement. S'il a une base. Ne redescendez quand même pas notre président de la République. Non, mais attendez. C'est un problème. C'est un problème de choix. Attendez. Vous savez, je prends l'exemple de M. Matata Ponyo. Voyez-vous? M. Matata Ponyo était membre de BSECO. Il a été découvert par l'extérieur et on a proposé à Kabila de l'avoir comme ministre des Finances. Il a fait ses preuves. Avec ses faiblesses, mais il a fait ses preuves. C'est grâce à M. Matata Ponyo, à M. Mukoko Samba, à M. Muzitu que nous avons pu atteindre le point d'achèvement. Et on a stabilisé les cadres macroéconomiques pendant plusieurs années. Comme Premier ministre aussi, il a fait des preuves. Non, effectivement. Il est devenu Premier ministre. Il a fait le même travail. Ceux qui ont fréquenté comment on appelle la primature avant Matata et après Matata vont se rendre compte que ces messieurs ont la qualité que d'autres n'ont pas, la qualité d'organisation. J'étais là quand Bemba était vice-président. J'ai vu la faiblesse qu'il y avait là-bas. J'étais là parce que j'étais avec Olenga Nkoy. J'étais là quand Muzitu était là-bas. J'ai vu. Quand Gizenga était là-bas. J'étais là-bas, justement, dans le cadre de la représentation estudiantine, j'étais là-bas. Quand Muzitu est arrivé, j'étais là-bas. Mais lorsque Matata est venu, on a senti l'esprit de l'organisation. Donc, comme président, Matata ferait mieux que Tshisekedi. Le fait seulement qu'il était au BSECO, ministre, Premier ministre, il a fait ses preuves, même en termes d'organisation. Je parle d'abord de l'organisation parce que pour que nous atteignions le développement, il faut que celui qui sera à la tête ait une capacité managériale avérée. Il a fait ses preuves. Donc il ferait mieux que Tshisekedi. Non, mais vous ne pouvez pas comparer Matata et Félix Tshisekedi. Attends, Yomo. Attends, Gamouroni. Oh. Attends, Yomo. Toi, ça va candidat. Félix a déjà candidat. Vous ne pouvez pas les comparer. Ils n'ont rien à comparer. Peut-être popularité, peut-être. Vous ne pouvez pas les comparer. Donc Matata pour vous... Vous prenez Moïse Katumbi. C'est là. Matata pour vous ferait mieux comme président de la République. 10 000 fois mieux que Félix Tshisekedi. Parce que lui, il a le sens de l'organisation. Vous prenez Moïse Katumbi. Avec ses faiblesses, on a senti que dans la province, il y a eu quand même... Parce que Moïse Katumbi, il a certains atouts. La personnalité. Il s'est dit oui, il s'est dit non. Ça aussi, c'est une qualité. Et il s'est fait respecter. Lorsqu'il disait aux entreprises de ne plus payer les gens moins de SMIC, les gens ont obéi parce qu'on sentait qu'il y avait l'impifo à lui. Félix Tshisekedi n'en a pas. Vous prenez Mukoko Samba, un homme sérieux, il a été au ministère du budget, on a vu ce qu'il a fait. Vous prenez Muzitu, un homme qui a pu faire ce qu'il a fait. Laissez Muzitu. Muzitu est 10 000 fois plus intelligent que vous soi-disant candidat. Laissez Muzitu. Vous prenez, ils sont nombreux. On peut prendre Mouyège. Attends. Non, mais il a bien travaillé. Quel bien travaillé. Jekoko nous a dit qu'il n'a fait qu'acheter les maisons. Vous croyez Jekoko? Jekoko, il a été arrêté pourquoi? Vous croyez Jekoko? Est-ce qu'on peut vraiment avoir Jekoko comme référence? Non. Et comme président, toi, tu penses que Muzitu ferait mieux que Tshisekedi? Je vous dis, c'est sûr, parce qu'il a déjà fait les preuves. Il a fait ses preuves. Donc, si aujourd'hui, on met Muzitu candidat à Tshisekedi, tu vas voter Muzitu. Oh! Vous allez prendre Félix Tshisekedi? Bolingambo vote? Il y a moins de vous voter les deux. Non, tant que le bateau au Congo est en vous prenez Mouyège. S'il est candidat, je trouve qu'il sera sérieux. Il a fait ses preuves. Vous prenez le vieux du Congo central là, Mbachi. Il a fait ses preuves. Il y a des gens comme ça, on peut prendre. Le docteur Mukwege vous tente? Oh, mais lui, il est excellent. Il ferait mieux que Tshisekedi aussi. Oh, il faut comparer Tshisekedi. Mais il faut comparer Barcelone à Tchingou. Mais c'est Tshisekedi qui est président de la République. Allez. Et puis les candidats, tout le monde dans l'élection. Ça, c'est un accident de parcours, cher ami. C'est un accident de parcours. Je vous dis. Non, arrête de dire des choses comme ça. Non, je vous dis, c'est un accident de parcours. Je ne veux pas qu'après qu'on dise outrage au président de la République. Oh, accident de parcours est comme outrage. Non. Raison de plus qu'il ne soit pas élu. Non. Là, vous voulez nous mettre en psychose. Tu ne peux pas dire que le président Tshisekedi est un accident de parcours. Qui ne le sait pas? Non. Allez. Il y a des gens au Congo qui sont aptes, qui sont capables de faire quelque chose. Quand vous prenez même Bahati.
Il a des problèmes parce qu'avec l'argent, tout ça. Mais si vous le mettez là, il ferait mieux que Félix. Avec l'argent, quoi. Bah, tu n'as pas l'argent. Non, il y a beaucoup de problèmes là. C'est-à-dire qu'il peut faire mieux que Félix Sekedi. Il y a autant de gens. Vous-même aussi? Bien sûr. Moi, j'ai été modelé. Vous prenez, il y a qui d'autre? Jacquemain Chabani, il peut faire mieux que Félix Sekedi. Vous prenez le professeur là, le porte-parole de l'UDPS, il peut faire mieux que Félix. Professeur Chilumbo. Il y a des gens qui sont capables de faire quelque chose. Vous prenez le professeur Mabi Moulumba, il fera certainement mieux que Félix Sekedi. Là, c'est certain. Valentin Moubake, vous tente? Bien sûr. Félix Sekedi est hors gamme. Il n'est pas dans la compétition. Il sera là justement par la seule volonté de Kabila ou du système. Voilà. Mais ce qui est vrai... Donc on a encore des valeurs. Ils sont là. Il y a des gens qui n'ont pas su donner le meilleur d'eux-mêmes au regard du système. Mais s'ils sont au sommet de l'État, ils feront mieux. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais ils ont des atouts qui peuvent donner l'impulsion au développement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez, comment j'ai cité, le monsieur de Lualaba. Mouyej Manguinz Mans. Il a été ministre de l'Intérieur. On a vu comment il a traité certains dossiers. Il a été gouverneur là-bas. On a vu comment il a traité. Il a un tempérament calme. Il s'y connaît. Il peut faire quelque chose. Et donc, moi, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Il suffit seulement d'extirper tous les éléments malicieux et de permettre au système de se choisir de bons animateurs. On va terminer. Ça fait 52 jours que François Béa est toujours en prison. Fort malheureusement. Raison de plus pour faire partie de M. Félix Sekedi. Et c'est Sekedi qui l'a arrêté? Oui. Oh. L'ordre est venu de lui. Vous avez la preuve? Oh, cher ami, l'ANER ne peut pas agir sans qu'il y ait l'ordre de la hiérarchie. Et la hiérarchie non, mais la hiérarchie, il n'y a qu'une seule hiérarchie, c'est M. Félix Sekedi. Vous pensez qu'on peut arrêter un conseiller spécial comme ça? Ni le membre du gouvernement, ni le Parlement n'a le pouvoir de le faire arrêter. Il n'y a que la hiérarchie. Et là, on est vraiment en pleine violation de ses droits, apparemment. Non, mais c'est depuis le premier jour. Bon, mais ça n'a pas été. Ah bon? Oui, bon, mais ça. Tout ça. Guéguerre, Tony Moaba, Papa, na ça, il n'a déjà bangbali ma baza. Ba mo ba mi benga ba wario. Angwalima nani? Obenga Tony Moaba Angwalima. Na bengi Angwalima te na yi Angwalima baza. Ah bongo siko. Na Comment bengi la question entre Tony Moaba nani? Donc yo lo ba Angwalima ba. Est-ce que non mais le détournement de fonds en Lingala passé avec Moïbi. Mais comment tu vois un peu cette guerre entre Tony Moaba et cette guerre-là n'existe pas. Mais c'est Tony Moaba doit comprendre qu'il a beaucoup d'insuffisances par rapport à la gestion de certains dossiers. J'en ai ici un autre scandale. Il y a Tony Moaba? Bien sûr. Il y a un scandale? Oh, Mamba, c'est lui, il a suivi, il y a évaluation, il y a mais c'est un professeur d'université, hein. Tony Moaba a les droits de sûreté. Non, non, mais et son directeur du cabinet, c'est aussi un savant, hein, le professeur Eddy Moiseau, qui lui est droit civil les personnes. Science sans conscience. Mais il est intelligent. Bah, ça va, science sans conscience, bon. Non, on a vu science sans qu'on appelle, c'était. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a des gens. Donc, dans l'affaire, pour vous, Alingué a raison par rapport à ce que. Non, le problème, c'est que c'est lui qui m'a convaincu de la responsabilité de ce ministère. Ce n'est même pas Alingué. C'est le conseiller en charge de la communication du ministre. Joël Kadenda. C'est lui qui m'a convaincu. C'est lui qui m'a donné l'information. La certitude qu'il y a eu détournement. Quand il évoque des chiffres, il parle de 60 000. Non, mais effectivement. Lorsque Alingué dit 120 000, il dit aussi que Transco, la société Transco, n'a perçu que 16 000. Les journalistes sont allés voir le DG de Transco. Il confirme qu'effectivement, il n'a perçu que 16 000. Mais lorsque j'entends votre ancien confrère dire qu'eux ont décaissé 60 000, ce qui veut dire qu'il y a un écart de 44 000. Automatiquement, il y a déjà des tours. Donc c'est Joël Kadé qui a déjà... C'est lui qui m'a donné la certitude. Donc c'est lui qui a tué son propre chef. Ben alors, c'est lui qui m'a donné la certitude que lui et son chef ne sont pas suffisamment sérieux. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas moi. Ne m'invitez même pas, c'est lui qui a dit. Et vous savez quoi? Si le DG de Transco n'avait pas fait ces témoignages, on allait rester dans le flou. Parce que quand Alingué a dit qu'il y aurait des détournements, il y aurait des décaissements de 120 000, le connaissant, je n'ai pas cru.
j'étais un peu hésitant parce que je connais ses faiblesses. Lorsque j'ai suivi le conseiller de M. Tony Mwab a dit que non, ils ont décaissé 30 000, au total ça fait 60 000. J'ai dit, ah bon? Donc quelque part il y a un problème. Mais la personne qui m'a donné la certitude qu'il y a effectivement détournement, c'est les DG. Quand les DG a confirmé ce qu'Alinguet a dit, et que le conseiller de M. Tony Mwaba a dit qu'ils auraient décaissé 60 000, j'ai tiré juste une conclusion. Le fait seulement que le montant décaissé ne correspond pas au montant perçu par la société qui était bénéficiaire, automatiquement j'ai conclu qu'il y a eu détournement. Donc Tony Mwaba n'a plus sa place au gouvernement. Ce n'est pas seulement pour ce dossier. Automatiquement, j'ai conclu qu'il y a eu un problème. Alors, ce qui est surprenant, votre frère journaliste, il crie à la télé. Nous ne sommes pas des voleurs parce qu'on n'a pas volé le montant. Monsieur, même si vous détournez $1, vous êtes des voleurs. Vous avez volé. Ce n'est pas le montant qui fait de vous des détourneurs. Ça, c'est le message que tu lances à mon ami Joël Kadendang. C'est votre ami? C'est un ami, oui. Ah. Il défend les voleurs. Il faut revoir vos fréquentations. Pourquoi? Non, mais ce qu'il a fait là, c'est très grave. Non, Kadé n'est pas un voleur. Hein. Non, est-ce que moi, il dit que c'est un voleur? Non, tu dis que je fréquente des mauvaises fréquentations comme ça. Non, mais effectivement, c'est lui-même qui l'a démontré. Comment pouvez-vous passer à la télévision, défendre une cause que vous ne maîtrisez pas? M. Alinguet a dit que la Banque centrale a décaissé 120 000 non, 480 000. Non, a décaissé 120 000 pour les transports. Non, la banque a décaissé 480 000. 400 000 480 000 $. Et c'est le ministère qui a dit à Alinguet que dans les 480 000, ils ont donné 120 000 $. Non, mais effectivement, parce que dans le projet, il y avait une ventilation. La banque a décaissé 120 000 pour le transport. La société qui a perçu l'argent a déclaré 16 000. Même si ce n'est pas 120 000 que vous leur avez donné, ou vous avez prétendu leur donner, automatiquement, vous êtes en plein dedans, dans les détournements. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas différent. Mais je me souviens, lorsque on chassait les autres, lorsqu'on critiquait les autres, Alinguet était parfait. Il était ascensé. Il était vénéré. Aujourd'hui, vous êtes pris la main dans les sacs. Continuez. Dites à Alinguet, vous êtes excellent. Vous n'avez pas le droit de l'attaquer. Vous n'avez pas le droit de l'attaquer parce que vous êtes... Il était bon quand il... Oui, vous n'avez pas le droit de... C'est un homme parfait, il fait bien son travail. C'est que nous attendons que le procureur se saisisse du dossier, que tous ces gens-là soient en prison. À un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à jeter des fleurs à ceux de nous qui font du bon boulot. Comme toi n'est pas aimé Alinguet aujourd'hui, mais il fait quand même un travail. Non, il a beaucoup de faiblesses. Il a beaucoup de faiblesses. Vous en avez aussi, vous? Oui, des faiblesses de gestion. Vous en avez il a beaucoup de faiblesses et sa plus grande faiblesse, il aime trop les médias. Fort malheureusement. Et le ministère n'a pas que ça comme problème. Il y a un autre problème là. Chaque année, il décaisse 1 247 000 $ pour payer au personnel commis pour le suivi de la gratuité. 45 personnes, mais jusque-là, fort malheureusement, il y a des gens qui se plaignent. Ils ne perçoivent pas l'argent. Mais on décaisse chaque année. Alinguet, à vous. Vous pouvez aller voir, vérifier. On a les procès-verbaux. Et je crois d'ailleurs, je vais envoyer quelqu'un pour venir vous les déposer. Au-delà de ça, il y a un dossier qui me dérange. Ok. On a exproprié une veuve, une femme, sa parcelle à Limité, avenue Pélé-Pélé, numéro 57. Cette dame avait son certificat d'enregistrement. D'abord, elle a acquis son terrain auprès d'une personne dont les traces existent encore. Elle a obtenu son contrat de bail. Après, il y a eu la demande de permis de construire. Il a obtenu son permis de construire. Elle a construit des hangars dans la parcelle. Elle a obtenu le contrat perpétuel jusqu'à avoir les certificats d'enregistrement qui datent de 1984. Fort malheureusement, il y a un réseau qui s'est créé. Et dans ces réseaux, on cite, je n'ai pas de précision, mais on cite certains conseillers de M. Félix Tshisekedi, certains généraux de l'armée et de la police. Voyez-vous? Et cette dame, Mme Makala, est à l'étranger, elle s'est plainte du détournement. Donc on lui a... C'est-à-dire qu'on lui a ravi sa parcelle. Qui a ravi? Non, mais une société là, Pôle Sud, qui a vendu à qui? À Sosimex et à Safrimex. Ah bon? Fort malheureusement, il y a des décisions de justice qui n'ont pas été appliquées.
Il y a des décisions de l'armée. Les services des renseignements ont fait des rapports. Et M. Félix Séké a été ampliateur. Fort malheureusement, personne n'a réagi, justement parce que les vulnérables n'ont personne pour défendre leur cause. C'est très grave, ça. État des droits. Alain Bolodja, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine avec les 54 pages du projet. Oui, ça sera vraiment... Bon, j'invite tout le monde à venir suivre les spectacles parce qu'on va dépiécer ces projets et déshabiller ceux qui prétendent être des saints. On joue demain, hein, les Léopards. Vous serez au stade? Non, non. Vous supportez quand même les Léopards qu'on est à la Coupe du Monde. Moi, je suis nationaliste. Moi, je suis nationaliste. Oui, il faudrait dire que le Baba Zouate pour Félix Arloubake quand on a bilan. C'est à Bétarabay. Ah, béton, il y a une organisation Oh, béton, n'a pas les boutiques béton. Béton, il y a bottine, il y a ballon. Fati béton. Après un peu plus de 40 ans, sous son règne, on va rentrer à la Coupe du Monde. Béton, si mais expira sans barre de fer. Zéro les cas. Tout ça, sérieux. Ballon n'a pas béton. Il n'y a rien de bon. Toi qui es quand même mondial, tant que c'est consolé quand même. Si on va développer les pays grâce au football, gloire à Dieu. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.